On le sait qu'il y a beaucoup moins d'investisseurs dans le gros marché, sauf que c'est aussi féroce que le marché du petitplex. Les gros investisseurs là, qui achètent du 300-400 portes, là, ça fait de la surenchère à tour de bras en ce moment aussi. Je suggère qu'on débute la séance. Donc, merci d'être parmi nous. C'est toujours un plaisir d'avoir des visages familiers. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir Christian Pormello et Alexandre Boisvert. Pour ceux et celles qui ne les connaissaient pas, ce sont deux courtiers hypothécaires assez expérimentés aussi qui ont travaillé dans plusieurs dossiers au cours des dernières années. Donc, je vais laisser eux-mêmes s'introduire. Sinon, si vous ne connaissez pas le format des cafés PMML, c'est vraiment basé sur l'échange puis la discussion. Donc, au travers de la séance, je sais qu'il va durer 1 heure. Si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez participer aussi, participer à la discussion, je vous invite fortement à cliquer sur le bouton réaction en bas à droite. Il y a un petit bonhomme sourire avec un plus. Cliquez là-dessus, levez votre main. Puis moi ou ma collègue Geneviève, on va vous donner la parole ici. On va vous mettre en mode speaker. Donc, puis vous allez pouvoir poser vos questions et interagir avec Christian et Alexandre. Donc, je vous rappelle, la séance va être enregistrée aussi pour qu'on puisse réutiliser le contenu puis diffuser sur nos réseaux sociaux aussi, puis en faire bénéficier dans le fond de la discussion puis de la valeur qu'on apporte à tout le monde par après. Fait que ça va être disponible des médias sociaux au cours des prochaines semaines. Donc, juste être conscient de ça. Sinon, pour les questions aussi, si vous avez des questions, on vous invite fortement à les poser verbalement, ouvrir votre caméra aussi, participer de manière active. C'est vraiment un format mastermind, comme si on était autour d'une table avec des partenaires ou des collègues. C'est vraiment l'idée de la séance. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Christian et Alexandre pour nous introduire le sujet de ce soir. Vas-y, Alexandre. Oui, ça se peut être toi qui fasse l'introduction. Comme Gabriel a dit, pour ceux qui ne connaissent pas, moi et Christian, on est une équipe, puis on est des courtiers hypothécaires spécialisés en commercial et multilogement. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans le domaine, plus ou moins 6 ans. Puis ça fait au moins 3 ans qu'on travaille plusieurs dossiers ensemble, officiellement une équipe assez récemment. Puis aujourd'hui, on va vous parler dans le fond de l'impact du changement des taux sur le marché immobilier. On a vu une hausse dans le fond des taux dernièrement, puis là avec toute la belle sortie de la pandémie, tout ce qui s'en vient, l'inflation, bien on va discuter de l'impact que ça a sur les taux, mais aussi sur le marché immobilier. Fait que je te laisse aller, Christian. Oui, cool. Bien, première chose que j'aimerais vous dire, c'est que, comme Alexandre l'a mentionné, on est une équipe, puis je vais faire une pub tant qu'à faire. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer, mais Alexandre et moi, on est vraiment en croissance en ce moment. Et puis là, on cherche un courtier hypothécaire associé qui va venir s'associer avec nous autres. Fait que si jamais vous connaissez des gens dans votre entourage, des gens qui veulent aller chercher cette licence-là, ils n'ont pas besoin de l'avoir présentement, mais qui aimeraient aller la chercher, référez-nous ces gens-là parce qu'on veut vraiment les passer en entrevue. On avait Laurent Paquin qu'on avait le goût d'engager, mais Colin, il ne veut pas se décider, là, on ne le comprend pas, mais si jamais vous entendez... En tout cas, restez à l'affût. On est vraiment, c'est une bonne équipe, puis on est des très, très bons formateurs. Fait que c'est une belle croissance qu'on va avoir ensemble. Alors, on va commencer, en fait, notre sujet aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que les taux sont en train de bouger. On a commencé l'année en Lyon. En Lyon, dans le sens, les taux nous ont ravagés au début de l'année. On a tous été un peu pris par surprise parce qu'on avait un mois de octobre, novembre, décembre de 2020 qui était relativement bas en termes de taux. Si vous vous en souvenez, ceux qui sont des investisseurs et que vous avez déjà investi dans ces périodes-là, vous avez vu qu'il y avait tout un creux dans ce temps-là. Puis là, tout d'un coup, à la fin janvier,
on se fait ramasser avec une hausse de taux qui est partie comme un petit peu en flèche pour ramasser à peu près 35 à 45 points environ, dépendant des institutions financières. Après, ça s'est calmé, c'est revenu pas totalement à la normale, mais c'est revenu, ça a baissé, puis ça a remonté. Puis là, on a eu un été calme. En fait, on a eu des taux qui ont baissé cet été. Vous l'avez sûrement vu aussi. Et puis là, tout d'un coup, depuis environ quelques jours, en tout cas, quelques semaines tout au plus, là, on vient de prendre un autre 15 à 20, 25 points environ. Alors, comme on dirait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le marché en ce moment? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Puis pourquoi? Puis où s'en vont les taux? Fait qu'on veut démystifier ça aujourd'hui. Fait que ce que je vais faire, je vais commencer avec, mettons, 5, 6, 7 minutes, un peu plus théorique, si ça vous tente. Et puis après ça, je vais juste vous remettre en mosaïque. Excuse-moi, mon image, je ne vous vois plus. Ah, là, c'est bon. J'aime ça voir la réaction du monde. C'est ça qui nous nourrit. Alors, tout ça pour dire que je vais prendre à peu près 5-6 minutes pour être un petit peu théorique sur les taux. Puis, on va parler un petit peu de la construction des taux. Après ça, Alexandre va parler un petit peu de l'effet de ce qui est en train de se passer dans les prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer avec les valeurs économiques? Puis, évidemment, Gabriel l'a dit tantôt, on veut que ça soit dynamique. Vous allez poser des questions. Levez votre main, c'est plus facile que de se faire interrompre là, parce que des fois, on a une idée, mais faites juste lever la main, puis c'est sûr qu'on va aller vous voir puis vous répondre parce qu'on a le goût de faire du va-et-vient avec vous autres pour que ça devienne une conversation. Mais je commence avec un peu de théorie pour débuter ça. Bien, premièrement, en ce moment, on a un marché qui commence à avoir de la croissance économique au Canada, de la croissance économique aux États-Unis. Et quand ça arrive, tout ça, bien, ce qui se passe, c'est qu'on se trouve à avoir un marché qui va se déplacer. Parce qu'avec la croissance, on a quoi? On a des investisseurs qui prennent de plus en plus de confiance. La confiance vient aussi avec comment ils sentent que l'économie va s'en aller. L'anticipation de l'inflation, c'est super important. Fait que dernièrement, on a eu, comment je pourrais dire, c'est que les biens et la consommation ont augmenté d'à peu près, mettons, environ 4 de plus qu'avant la pandémie. Fait que là, déjà, on le sent qu'il y a une croissance. Et aux États-Unis, bien, la croissance, elle se poursuit. C'est juste la main-d'œuvre qui prend un petit peu de retard, mais à part de ça, la croissance va quand même assez bien, si bien que le défi, c'est que là, l'inflation se tient au-dessus de 5 depuis plusieurs trimestres. Bien, ça commence à être un petit peu épeurant parce que c'est ce que les gens avaient peur à un moment donné, c'est que l'inflation devienne trop important. Puis on commence à le vivre là, avec, il y en a-tu qui mettent du gaz dans le retour? Bien, il y en a-tu qui se déplacent ou vous ne vous déplacez plus? Mais en réalité, on le voit, là, les prix à la pompe, c'est incroyable comment ça a augmenté. L'épicerie a augmenté de 30 à 40 sur plusieurs articles, qui est aussi lié avec les prix de déplacement et de transport. On a les pays producteurs puis exportateurs de pétrole qui ne veulent pas augmenter l'offre. Fait que là, ça crée de la pression. La demande augmente. Fait que c'est ce qui fait en sorte que les prix augmentent. Et puis, nous autres, au Canada, on a une inflation qui est un petit peu plus basse, qui se tient plus autour de 4, 4,1, mais reste que c'est plus haut que la cible qui est recherchée par la Banque du Canada. Les grandes contraintes qu'il y a présentement, c'est quoi les enjeux? C'est que, premièrement, il y a des contraintes de production en ce moment. On le voit au niveau de l'automobile, on a de la misère avec l'exportation automobile parce qu'on n'arrive pas à finir la fabrication des autos. Puis c'est partout, c'est mondial. Puis il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est claire. Jusqu'à récemment, la pénurie de main-d'œuvre, je ne sais pas pour vous autres, mais je la trouvais relativement, on en entendait parler, puis on voyait des industries manufacturières qui cherchaient, puis qui engageaient, puis on le voyait un peu dans les nouvelles. Mais là, c'est rendu qu'il y a des McDonald's, il y a des Tim Hortons qui n'ouvrent plus, qui se limitent au service au volant. Des fois, il y a certains restaurants qui ouvrent seulement du jeudi au dimanche ou 2-3 jours par semaine.
Fait que ça, c'est rendu, là, c'est un autre niveau là, de pénurie de main-d'œuvre. Fait que c'est vraiment à nos portes tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme je vous ai dit tantôt, bien, premièrement, le premier indicateur qui est venu comme refroidir le marché puis faire sentir que les taux vont augmenter, c'est quand, en septembre, la Fed a annoncé qu'elle allait commencer, la Fed, la Réserve américaine, a annoncé qu'elle allait commencer à réduire les rachats d'actifs. Parce que c'est ça qui a amené du liquide dans le marché. Au Canada, comme aux États-Unis, puis comme dans le monde, c'est qu'ils rachetaient leurs propres actifs pour ramener du liquide dans le marché, pour que les banques puis les prêteurs de ce monde puissent avoir de l'argent pour prêter aux gens qui en avaient besoin, pour passer à travers la pandémie, pour les entreprises, pour passer à travers la pandémie aussi, puis supporter le système. Mais là, il commence, on a toutes comment je pourrais dire, tous les incitatifs qui avaient été mis en place ont été réduits. Certains annulés. Puis en plus de ça, bien là, ils commencent à réduire les rachats d'actifs. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'au Canada, on a réduit les rachats d'actifs. Puis ça se peut même qu'avant la fin de l'année, on rachète absolument plus rien. Donc, il n'y aura plus d'injection technique de la part de la Banque du Canada dans le marché. Fait qu'il va falloir vivre avec ce qu'on a là aussi. Mais tout ça va faire en sorte que tôt ou tard, ils n'auront pas le choix d'augmenter le taux directeur. La deuxième affaire qui est arrivée aussi, c'est que la vaccination globale a fait ses effets, est relativement positive à l'heure actuelle. Puis le fameux variant Delta, là, qui était supposé de faire bien du ravage, il est présent. On voit des hospitalisations, mais c'est beaucoup moins puissant que ce qui avait été escompté. Fait que tout ça fait en sorte que les investisseurs ont repris de la confiance dans le marché. Puis là, bien, ils anticipent l'inflation. Et puis, finalement, en faisant ça, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils veulent rediriger leurs actifs. Fait que rediriger les actifs, ça veut dire partir de ce qui est un peu plus sécure puis s'en aller vers le marché qui va être plus dynamique, comme le marché boursier, le marché des actions, puis tout ça. Fait que pour contrer ça, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que les taux obligataires vont augmenter. Parce que c'est naturel, en fait, il faut juste penser d'une façon logique, c'est que si les gens commencent à retirer leurs actifs plus sécures, du marché obligataire, puis s'en vont vers un marché qui est un peu plus dynamique pour contrer l'inflation, bien, le marché obligataire perd de la force. Donc, pour réattirer des investisseurs, bien, ils doivent donner plus de rendement sur le marché. Fait que donc, les taux obligataires augmentent. Puis les taux obligataires augmentent. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que, veut pas, ça entraîne une hausse des taux à long terme. Puis il va y avoir de l'impact sur les taux hypothécaires. Parce que nous autres, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe avec les taux hypothécaires. Fait que c'est ce qui a fait que dernièrement, on a pris une petite bouffée d'eau salée avec l'inflation, pas l'inflation, mais les taux qui ont augmenté. Fait que ce qui arrive aussi, j'en ai parlé, l'offre en général est toujours en pénurie à cause de la production pour la main-d'œuvre. Puis un autre élément qui est important, c'est que surtout aux États-Unis, même ici au Canada, dans les spécialités, mais les salaires ont augmenté, deviennent de plus en plus forts pour attirer de la bonne main-d'œuvre. Les salaires ont augmenté. Donc, il y a une capacité de dépenses qui est là. Donc, ça fait rouler l'économie. Fait que c'est un peu ça la théorie que je voulais vous amener, juste pour vous faire réfléchir sur l'idée que, veut pas, ben, on va le vivre, la hausse des taux. C'est commencé, puis on n'est pas parti pour avoir des taux bas, à moins qu'il arrive de quoi. Écoutez, on n'a pas la boule de cristal finale, là. Mais je ne pense pas on s'en va vers la baisse. Au niveau du taux directeur, ça a été annoncé à maintes reprises que ce serait plus à la fin de l'année 2022 que le taux directeur augmenterait. Moi, c'est drôle, j'ai comme mon petit doigt, mais c'est juste le mien. On est enregistré, hein, Gabriel? OK, tu effaceras ce petit bout-là. Mais mon petit doigt me dit que peut-être que d'ici le deuxième trimestre, là, à quelque part dans l'été, ça se pourrait que le taux directeur prenne des points à ce moment-là. Sinon, ça risque d'être au troisième trimestre. Mais ça commence à porter à croire qu'ils vont augmenter le taux directeur. Mais sans, et je finis là-dessus, sans l'augmentation du taux directeur, il va y avoir des hausses de taux qui sont tirées par, comme je disais, la confiance des investisseurs puis le mouvement pour contrer l'inflation.
Fait que ça va avoir une répercussion sur les investissements, ça va avoir une répercussion sur les valeurs économiques, c'est clair. Je sais pas, Alexandre, veux-tu rajouter quelque chose là-dessus? Ben, je pense que le topo était assez complet. Je sais pas quoi rajouter. Je pense que tu as une meilleure connaissance que moi, mais sinon, concrètement, dans le domaine de l'immobilier, ce que ça va faire, c'est comme Christian mentionne, bien évidemment, les taux obligataires sont forcés à la hausse, possiblement avec une hausse éventuelle de la Banque du Canada sur le taux directeur. Même sans le taux directeur qui augmente, on a vu une hausse dernièrement. Puis ce que ça fait, c'est que si vous êtes familier avec le concept de valeur économique et de taux de qualification, il y a un impact direct un sur l'autre. C'est-à-dire que pour établir une valeur économique d'un immeuble, que ce soit un immeuble commercial, que ce soit un immeuble multilogement, on doit le calculer avec un taux de qualification. Ce taux-là, bien évidemment, on essaie toujours de rester dans le raisonnable, au sens où est-ce que si on sait que notre taux effectif, qui est le taux réel qu'on va obtenir avec la banque, est d'un taux, on va dire, de 2,20 %, on va se garder un petit buffer, comme on appelle, là, qui est une sécurité de quelques points supplémentaires, de quelques pourcentages supplémentaires, pour s'assurer que si une fluctuation dans le marché des taux d'intérêt, mais ça n'impacte pas la valeur et notre financement. Donc, si les taux augmentent, bien évidemment, le taux de qualification va augmenter, ce qui fait en sorte que ça pourrait avoir un impact sur les valeurs économiques, donc les valeurs économiques à la baisse. Donc, s'il faut augmenter, si le taux effectif passe de 2,20 à 2,50, mais que notre taux de qualification avant était en deçà de 2,50, là, on vient de couper directement dans le bonheur, qui est le montant de financement qu'on va aller chercher, et par le fait même, la valeur économique. Donc, ça, on le voit déjà présentement dans les dossiers qu'on a. Souvent, on va parler surtout en acquisition. Là, on le voit dans le marché depuis maintenant, j'aimerais ça dire 3 ou 4 ans, mais peut-être même un peu plus, que les valeurs marchandes sont au-dessus des valeurs économiques. Donc, ce qui fait que les investisseurs doivent apporter une mise de fonds supplémentaire par rapport au montant de financement qu'on va obtenir. Prenons la règle de base que on a un immeuble en vente de 5 millions, on va financer à 75 %. Donc, on a une mise de fonds X à apporter. Mais si la valeur de l'immeuble est à 6 millions, mais que la valeur économique est à 5 millions, on va avoir le million de différence à apporter. Cette différence-là, la valeur marchande versus la valeur économique, est principalement due au taux d'intérêt, aux dépenses et aux revenus et dépenses. Mais si le taux d'intérêt augmente, l'écart du 5 et le 6 millions va être encore plus grand parce que ta valeur économique va descendre. Donc, on ne sera plus à 1 million de différence, on va être à 1,5, 2 millions, dépendamment du taux d'intérêt en vigueur, taux de qualification qu'on va obtenir, ce qui fait en sorte que les gens vont devoir dépenser encore plus pour le même immeuble dans un marché où est-ce que les valeurs économiques, il y a déjà une bonne différence avec les valeurs entre valeurs marchandes et valeurs économiques. Ça, c'est un des principaux effets qu'on va voir dans le marché présentement. Est-ce que sur le moyen et long terme, on va voir peut-être une stabilisation dans le marché par rapport aux valeurs? On ne le sait pas. On va peut-être se diriger vers... moi, je ne pense pas que les valeurs vont nécessairement descendre, mais peut-être plus se stabiliser ou du moins peut-être stabiliser l'effet, si on veut, là, des mises, pas des mises, mais des offres d'achat multiples, ces choses-là. Mais comme il y a beaucoup de liquidités encore dans le marché, comme Christian l'expliquait, les gens ont les poches pleines, ils veulent avoir des actifs intéressants. J'ai hâte de voir l'effet qu'il va avoir les deux combinés ensemble, le fait que les gens ont des liquidités versus le fait que ça va en prendre encore plus pour investir. Donc, principalement, l'impact majeur qu'on va voir dans le marché, c'est exactement ça. C'est il y a un gros risque que les valeurs économiques diminuent dû à l'augmentation des taux d'intérêt. Ça, évidemment, Alexandre, vas-y. Non, vas-y, je vais donner la parole. J'avais juste dit, j'allais dire, en fait, c'est sûr que les mises de fonds dans ce temps-là augmentent, mais tu sais, il y a quand même, à un moment donné, il va y avoir une forme de stabilisation, peut-être pas à court terme, du marché, parce qu'on est toujours dans un marché très vendeur en ce moment. On le sait qu'au printemps, on avait des situations d'offres multiples qui n'avaient comme pas d'allure. Des fois, il y a quelques courtiers immobiliers là, sur la ligne. Là. Il y en a là-dedans qui vivaient
des 10, 15, 20 offres d'achat. Aussitôt que quelque chose n'était pas pire pricé, il y avait des surenchères. Il y en a encore, là, mais je veux dire, c'était incroyable. Et il y avait quoi? Il y avait les vendeurs qui avaient tellement le gros bout du bâton que par le temps qu'on travaille les financements avec les délais monstrueux que les banques ont présentement, puis là, je ne parle même pas de la SCHL qui est des délais interminables, là, mais délai interminable de la SCHL, délai incroyable aux banques, délai pour avoir des rapports d'évaluation pour des phases environnementales. Tout le marché était submergé. Puis là, après ça, ben, normalement, on demande des délais, des prolongations de délais, puis tu sais, souvent, les vendeurs, ils ont le goût de vendre, fait qu'ils les donnent, les prolongations de délai, mais en ce moment, des fois, il fallait se battre littéralement avec le vendeur pour qu'il maintienne son offre de vente sans faire de modifications, tout ça. C'est un petit peu derrière nous, mais reste que c'est encore un marché qui favorise les vendeurs, mais on le sent là, que ça commence à ralentir un peu. Beaucoup moins de mise en chantier aussi au niveau de la construction neuve par rapport au début de l'année, à la fin de l'année passée, puis le début de l'année. On a beaucoup moins de mise en chantier. Fait que déjà, ça va faire du bien sur le marché. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà des questions. Moi, je voulais aussi vous parler un petit peu de… J'ai un client, en fait, cette semaine. Je vais vous parler du sujet que peut-être je vais vous parler tantôt si on n'a pas de questions tout de suite, mais j'ai un client cette semaine qui me dit, Christian, il dit, moi, ça devient tellement mélangeant comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on appréhende un taux, puis comment il est construit. Il me demandait s'il y avait un cours là-dessus, universitaire, ou là, je ne suis pas au courant. Je pense que ce serait vraiment comme un cours de macroéconomie, j'imagine, puis de politique monétaire. Mais c'est peut-être un des sujets qu'on pourrait couvrir aujourd'hui, là, dépendant du temps qu'on a pour la construction des taux. Je ne sais pas s'il y en a qui ça intéresserait de savoir un peu comment ça marche. Voulez-vous lever la main, soit physiquement ou avec un petit, une petite réaction, s'il y en a qui aimeraient qu'on jase de ça? Ouais, OK, j'essaie de voir si c'est assez. OK, OK, une coupe de main. Bon. Par rapport à ce qu'on vient de discuter, est-ce que déjà, là, baissez vos mains, juste que je m'assure. Merci tout le monde d'avoir réagi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions maintenant par rapport à ce qu'on vient de faire en préliminaire? Déjeunez-vous, sinon je suis obligé de pointer quelqu'un. Danny Desrochers a une question, Christian. Yes! Merci, Danny, de casser la glace. C'est toi qui gagne le premier 100 $. Yes. Ça fait quelques fiches que je vois passer des immeubles, là, des nouvelles inscriptions, puis que je vois que le financement SCHL est avec une mise de fonds de 30 %. Puis là, je suis comme tabarouette. Qui va avoir le goût d'injecter 30 %? En tout cas, fait que j'ai comme fait le saut. Puis des beaux portfolios, là, des 80 unités, des belles affaires, là, mais ça m'a. Je sais pas, ça ne m'avait jamais rentré dans la tête que pour moi, SCHL, ça sonne 85 %, sinon on n'y va pas. Mais en tout cas, je ne sais pas, je sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. Moi, j'en reviens juste pas, là. Je me dis, voyons donc, ça. En fait, Alexandre, tantôt, en a parlé un peu dans sa description des valeurs économiques, c'est que l'affaire, c'est que souvent, on va vraiment comparer, évidemment, au prix payé. Puis là, on se dit que les mises de fonds sont 30 %. C'est que la SCHL, eux autres, vont prendre, évidemment, la valeur économique. Leur terme à eux, en passant ces valeurs d'emprunt, c'est qu'ils vont calculer, ou nous, on va le faire pour eux aussi, là, on va calculer c'est quoi la valeur d'emprunt, qui est une valeur mathématique basée strictement sur les revenus nets que l'immeuble génère. Et puis là, ben, on applique un ratio de couverture de dette, mais là, les taux sont tellement bas en ce moment que même le ratio de couverture de dette, des fois, on ne l'atteint pas. Fait que là, on va être limité par le coût par logement ou on va être limité par le taux de cap ou le MRB, un des facteurs. Ça fait en sorte que finalement, ben, la valeur économique est relativement basse, comme Alexandre disait tantôt, puis là, ben, tu te ramasses que la vraie mise de fonds est énorme. Auparavant,
auparavant, je dis là, 3, 4, 5, 6 ans, ça permettait justement aux clients d'arriver puis faire une offre pas mal plus basse, puis dire, écoute, voici mon offre, puis là, ben, on avait quelque chose de plus logique. Mais aujourd'hui, le marché est tellement favorable aux vendeurs que le vendeur va souvent, mettons, chercher le profit de l'optimisation que l'acheteur va faire. Fait que l'acheteur, lui, va optimiser l'immeuble, mais le profit est déjà dans les mains du vendeur. C'est ce qui explique là, maintenant que, écoute, quelqu'un qui n'est pas heureux avec ça va devoir fouiller pour trouver des meilleurs deals, puis fouiller. Mais il y a un marché d'acheteurs en ce moment qui est prêt à acheter avec des taux de cap ou des TGA, des taux globaux d'actualisation de 4 de 4,2. Hey, écoute, il y a 2-3 ans, tu t'aurais dit 4,2, on aurait ri, là, parce que la SCHL prenait absolument rien en bas de 5 de toute façon. Puis là, ben, ils ont commencé à accepter du 4,9, 4,8, tout ça. Et aujourd'hui, on a des dossiers qui passent à 3,8. Fait que, tu sais, ça veut dire que c'est quand est-ce que l'acheteur va faire du profit, ben, il a besoin d'être très, très, très patient. Là. Ça, c'est sûr. Fait que tu as raison, Danny. On est dans ce marché-là présentement. Merci. Alex, as-tu quoi tu veux rajouter là-dessus? Non, je pense surtout le dernier point que tu as apporté. Il faut savoir aussi que, comme tu as mentionné, il y a beaucoup d'acheteurs pour très, très peu d'actifs sur le marché. Donc, ils sont prêts à payer une surprime parce qu'ils veulent investir en immobilier, ce qui fait en sorte qu'ils payent plus cher que la valeur économique, ce qui fait en sorte que mes collègues vont peut-être rire, là, mais une compression des TGA. C'est-à-dire que les TGA sont à la baisse. Comme Christian mentionne, on voit des TGA maintenant dans le multilogement en bas de 4 qui étaient insensibles, là, même 2-3 ans de cela. Dans le fond, ton TGA, c'est simplement le rendement que tu as sur ton actif. Donc, ça ne fait pas de sens, mais les gens continuent d'acheter ça, ce qui fait en sorte que ça creuse encore plus l'écart entre ta valeur marchande et ta valeur économique. Pierre a une question. Faire ouvrir le micro, ça va Pierre. mieux. Si tu t'enlèves de mute, on entend mieux nous autres. C'est plus une constatation là, que je vois. Là. J'ai déjà vécu ça, des marchés comme ça. Là. Je ne suis pas né d'hier, ça fait 40 ans que j'ai investi. Alors que les taux étaient très, très, très élevés, on vivait à peu près la même chose. Puis il y avait des gens qui avaient beaucoup de liquidité à l'époque aussi. Puis ils investissaient, puis ils travaillaient finalement juste sur la capitalisation en se disant, bien, demain, on va prendre le temps d'optimiser avec le temps. Puis les gens, bien, ceux qui sont un peu qui ont décidé d'être dans l'immobilier aujourd'hui, bien, s'ils se retrouvent avec des centaines de milliers de dollars, voire quelques millions, ça ne leur tente pas d'aller à la bourse. Là. Puis ils sont à l'aise avec l'immobilier, puis acheter de la brique, ils sont bien là-dedans. Puis c'est ça qui fait qu'il y a de la surenchère, puis qu'ils vont payer des prix que moi je ne paierais pas, là, parce que j'ai plus d'expérience, puis je n'irai pas là-dedans. Mais mettons que c'est pas mal le cas là, dans le moment, c'est ça qu'on vit. Bien, Pierre, juste avant d'aller à Nicolas, tu as totalement raison. Puis toi, ben, c'est sûr aussi, tu as vécu les années 80, 81, 82 avec des taux d'intérêt de 17, 18 jusqu'à 20 puis, tu sais, je veux faire un aparté là-dessus. Là. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui pleurent là, parce que le taux a monté de 15 points. Là. C'est 15 points. Là. Là, je vais faire mal aux gens qui écoutent. Là. Puis je suis là pour ça. Mais ça pour dire, tu sais, on est dans des taux historiquement bas depuis des années. Là. Même quand on était à 3,5 c'était relativement bas. Puis là, ça a descendu en bas de 2 en bas d'1,5 puis même pendant une petite période de temps, en bas de 1 C'est totalement ridicule. Fait que là, maintenant, on est tellement habitué puis ancré depuis ces années-là à avoir des taux bas qu'aujourd'hui, on passe d'un taux à 2,15 jusqu'à 2,25, 2,30. Puis c'est la panique généralisée, puis le monde dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Puis tout ça. Aujourd'hui, là, on est là pour amener de l'information. Mais retenez que les taux sont très, très bas encore.
Puis du monde qui sont là, je reprends Pierre qui disait, ceux qui veulent être dans de la brique puis du concret, puis c'est encore un très bon marché, l'immobilier. Il faut juste être vigilant, faire ses calculs sur du 3, 4, 5 ans, prendre des bons taux de qualification, voir si le taux monte de 1,5 à 1 %. On est-tu encore correct? On va-tu être capable de faire nos rénovations? On va-tu être capable de supporter le prêt? Si la réponse est oui, là, on s'attache la ceinture, puis go, on fait de l'investissement si c'est ça que vous voulez. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut être relatif avec les taux. Fait que merci, Pierre, ton commentaire est très approprié. Nicolas? Moi, j'avais une question. Bonsoir, messieurs. Une question piège, en fait. Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre, si par exemple le taux directeur augmente de 50 points de base ou 100 points de base, est-ce qu'on va avoir un impact direct sur le TGA, le taux de capitalisation augmenté aussi de 50 points de base ou la relation n'est pas directe, c'est-tu la moitié? Je suis curieux de voir s'il y a ou l'histoire nous enseigne peut-être qu'il y a une relation. Je ne sais pas si vous avez l'information. Si je peux me permettre, dans le fond, le TGA, il est lié, dans le fond, c'est un indicateur de marché. Donc, il est calculé selon les ventes qu'il y a. Donc, techniquement, la relation n'est pas directe, mais elle va venir sûrement à long terme, comme on mentionne, peut-être qu'avec une stabilisation des prix à moyen long terme, peut-être les surenchères qui vont diminuer, etc., parce que les gens vont faire quand même plus d'argent pour acquérir un immeuble. Mais est-ce qu'il y a une incidence directe? À moins que je me trompe, là, j'ai pas la science infuse, tu me corrigeras, Christian. Il n'y a pas d'incidence directe, c'est pas des pourcentages qui sont liés un à l'autre. Le TGA, c'est vraiment un indicateur de marché, comme je mentionne, qui est calculé dans le fond, qui est une moyenne, souvent par secteur, là, disons le Grand Montréal, voire même par quartier, c'est quand on parle de grandes villes, par rapport au comparable vendu. Fait qu'on dit, le rendement de tel actif donnait un taux global d'actualisation de 4,1. L'immeuble voisin qui est similaire donnait 4,3, etc., etc. Puis on fait une moyenne de tout ça pour le secteur. Donc là, c'est pas directement lié. Je fais le parallèle avec l'exemple des obligations tout à l'heure. Pour demeurer compétitif, le marché des obligations doit augmenter sa rentabilité pour attirer des capitaux. Donc, j'ai l'impression que le marché immobilier va devoir réagir pareil. Mais je ne sais pas, étant donné qu'il y a une affluence de capitaux, peut-être que l'effet va être dilué à court terme. Mais probablement que la vraie réponse, c'est que personne ne le sait autour de la table. Mais j'étais juste curieux s'il y avait une explication plus concrète. Comme Christian a dit au début, on n'a pas la boule de cristal, mais on aimerait vraiment ça l'avoir. Ah là là. Mais Nicolas, ce qui est sûr, c'est que le sens, avec les taux qui montent, le sens du TGA, on le sait clairement, il s'en va où? L'impact direct monétaire, c'est une autre affaire. Il faut savoir aussi que les taux de cap, excusez-moi, hein, souvent j'utilise taux de cap, c'est vraiment l'anglicisme, là, mais le taux global d'actualisation est calculé de deux façons généralement. Par les experts, là, les évaluateurs agréés, ils vont le prendre soit en utilisant la parité ou les comparables. Puis là, ils vont vérifier les comparables, comment ils se sont vendus. Puis là, en divisant les revenus avec les prix, tout ça, on obtient ce qu'on appelle le TGA du marché. Fait qu'on est capable, si le marché en général pour un immeuble de telle qualité, à tel endroit, puis nous autres, on a le même immeuble, on peut s'attendre à ce qu'on risque d'avoir le même TGA. Fait que ça, c'est au comparable. Puis l'autre technique, c'est une technique qui s'appelle hypothèque mise de fonds. C'est celle-là qui va être plus affectée parce que tu dis, Nicolas, parce que là-dessus, les évaluateurs ou nous autres même, on applique le taux du marché. Fait que là, c'est vrai que si les taux augmentent de 100 points, tu es allé raide, là, 100 points, je pense que ça va faire brailler bien du monde. Mais mettons que c'est toi le président de la Banque du Canada, là, puis tu augmentes ça de 100 points. Là, à ce moment-là, c'est sûr et certain que les taux vont augmenter d'à peu près la même chose. Donc, il va y avoir un effet mathématique là, instantané sur la technique hypothèque mise de fonds. Fait que ça, il y a une forme de corrélation. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le sens, on le sait vers où il va s'en aller. Puis le marché aussi, sur du moyen terme, on le sait vers où il va s'en aller. Mais en ce moment, on a encore de l'excitation dans le marché, on a encore
des vendeurs. Tu sais, l'offre n'est pas totalement présente. On a beaucoup d'acheteurs. Puis, sachez une chose aussi, c'est que même moi-même, avant, tu sais, j'avais comme tendance à dire que le marché est en surchauffe pour les petits immeubles et les moyens immeubles parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs là-dedans. Beaucoup d'investisseurs, de petits investisseurs attaquent le marché des 5, 6, 8, 12, 15, 24 logements. Puis là, après ça, il y avait comme un autre segment qui attaque plus les 30, 40, 60, 80 logements. Puis après ça, ben, tu as les plus gros investisseurs qui vont jouer dans de 150, 200, 300 logements. Mais on le sait qu'il y a beaucoup moins d'investisseurs dans le gros marché, sauf que c'est aussi féroce que le marché du petitplex. Les gros investisseurs là, qui achètent du 300-400 portes, là, ça fait de la surenchère à tour de bras en ce moment aussi. Et c'est juste que c'est je dirais que c'est soit des REIT ou des grands investisseurs qui connaissent le marché, qui voient vraiment ça à long terme, qui ont les poches creuses. Mais la game est là aussi. Fait que c'est juste pour vous dire, là, en ce moment, l'offre est plutôt rare. Les acheteurs sont là, sont présents, ils ont le goût d'avoir de l'immobilier. Puis c'est ce qui crée qu'on a encore ce déséquilibre-là qui a tendance à rapetisser un peu, mais il est encore là. Fait que les TGA sont compressés, comme Alexandre le dirait. Puis je pense que ça risque d'être de même pendant encore un petit bout de temps. Mais là, pas ce qui nous inquiète, mais ce qui va nous faire réfléchir un peu, c'est que nos taux de qualification augmentent. Puis en sachant que les taux de qualification pour un prêt augmentent, bien, ça fait en sorte que les financements diminuent. Donc, les gens ont besoin d'amener, pour le même prix de vente, les gens ont besoin d'amener plus de mise de fonds. Puis ça, bien, ça fait partie de notre nouvelle réalité, là. Puis il faut vivre avec. Y avait-tu d'autres mains levées? Bon. Vous êtes sûr, là? OK. Venez-vous pas, je ne serai pas gêné. On les voit, hein, Gabriel, les mains levées, ils viennent toutes. Ah, Pierre, vas-y, Pierre. As-tu levé la main ou tu voulais donner une claque à quelqu'un? Oh, oui, non. Vous autres, là, dans cette optique-là, qu'est-ce que vous proposez comme stratégie? Dans l'optique de quoi? Une augmentation de taux, de resserrement? Bien, OK. En réalité, là, nous autres, on a de toutes sortes de clients qui viennent frapper à notre porte. On a une clientèle d'investisseurs qui sont des optimisateurs professionnels qui vont vraiment tout faire pour dénicher la perle rare puis faire un profit à l'achat. On est sur un dossier, Alexandre et moi, en ce moment, qui est à peu près autour de 5 millions. Puis le profit à l'achat est monstre. C'est incroyable, puis c'est plutôt rare, mais ça tombe de même. Donc, ça a pris beaucoup de recherche, beaucoup de patience pour tomber dessus. Fait que dans ce temps-là, bien, c'est parfait parce qu'on arrive, nous, on est en train de créer une stratégie en ce moment de financement en 3 étapes. Fait que quand tu parles, c'est quoi notre stratégie, qu'est-ce qu'on propose? Bien là, dans ce cas-là, qui est très particulier, ben, on va aller faire des financements en morceaux parce qu'on veut s'arranger pour faire l'acquisition le plus vite possible pour mettre la main sur l'immeuble. Après ça, on va aller le plus tôt possible négocier avec la banque pour aller refinancer. Normalement, ça prend 1 an de stabilisation. On va essayer de le faire en dedans de 4 à 6 mois parce qu'on a vraiment quelque chose de solide entre les mains. Je pense qu'on est capable de défendre le dossier. Puis après ça, on attend une optimisation, puis là, on va aller chercher le restant de l'argent pour faire une phase 2. Fait que ça, dans ce dossier-là, on a la chance, je dirais, d'avoir un réel profit à l'achat qui est mesurable. Autrement, ben, écoute, on voit de plus en plus de partnerships se faire justement parce que les mises de fonds sont plus importantes. Fait qu'on voit des gens qui travaillent fort puis qui vont chercher un partenaire financier qui demeure souvent inactif, mais il apporte les fonds puis il va prendre une partie des profits. C'est un autre modèle. Fait que ça dépend, tu sais, qu'est-ce que les gens recherchent, mais c'est toi-même, tu l'as dit tantôt, tu sais, l'immobilier reste
une forme de financement, pas de financement, excuse-moi, une forme de placement qui a toujours été aimée dans le temps, puis c'est une histoire cyclique, ça, l'immobilier. En ce moment, ce n'est pas juste un cycle immobilier qu'on vit, c'est aussi un cycle de taux qui se rajoute à ça avec un défi qu'on n'avait pas vu venir il y a 2 ans et demi, qui est une pandémie. Fait que la pandémie a amené une injection de liquidité, a amené des taux qui sont beaucoup plus bas, puis là, a amené une nouvelle réalité de financement et de refinancement. Mais reste que, tu sais, à quelque part, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, tu sais, quelque chose auquel je ne crois pas du tout, là. Si quelqu'un amène un dossier, puis j'y crois pas du tout parce que je trouve que le prix payé il est absurde, bien, on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que probablement, ça exige probablement des mises de fonds qui sont hors des normes. Puis à un moment donné, ben, il faut, on choisit nos batailles, on choisit nos dossiers aussi. Ouais. C'est bien. C'est bien. As-tu d'autres questions là-dessus? Danny. Hey, Danny, Pierre, c'est vraiment comme oui, inspirer les autres, là, inspirer les autres. Go! Est-ce que ça arrive dans les constructions neuves qu'au final, ça ne fonctionne pas à 85 puis que la SCHL coupe soit dans les revenus, d'un loyer ou dans. En tout cas, est-ce que ça arrive en avez-vous des dossiers qui sont problématiques dans la construction neuve? Ça peut arriver, je dirais que c'est relativement. Je ne veux pas dire que c'est rare, là, mais pour ce que nous on a comme dossier, puis j'ai des clients aussi qui sont là, ils vont pouvoir en témoigner, qui ont fait de la construction neuve. Avec la pandémie qu'il y a eu, il y a eu une augmentation des coûts de construction énorme, là, principalement avec le bois d'œuvre, mais on parle de l'acier aussi par la suite, etc. Ce qui fait en sorte que fallait que tu crées de la valeur absolument sur ta construction pour qu'il y ait une plus grande différence entre tes coûts de construction et ta valeur économique suite à la construction. Donc, c'est super important de bien louer. Malgré le fait qu'il y a eu une hausse des coûts de construction, il y a quand même eu une hausse des loyers marquée durant les 2 dernières années de la pandémie. Il y a eu une surenchère, si on veut, aussi pour les loyers, ce qui fait en sorte que quand on a un beau produit dans le neuf, après on a de la demande, mais on peut demander un peu plus. Puis si on parle c'est pas généralisé partout au Québec. Donc, pour répondre à la question, est-ce que ça peut arriver qu'on n'arrive pas? La réponse, c'est oui, mais je pense que c'est de ne pas avoir fait son due diligence, pas d'avoir bien travaillé si ça nous arrive ou d'avoir eu une grosse malchance. Parce que si tu contrôles bien tes coûts de construction, même malgré la pandémie, j'ai fait plusieurs dossiers, puis ça fonctionnait quand même bien. On était chercher 85% de la valeur économique. Donc, si tu contrôles bien tes coûts et que tu connais bien ton marché pour la location, tu devrais très bien t'en sortir. Par contre, est-ce que c'est utopique de penser comme on pouvait le faire, disons, là, peut-être avant la pré-pandémie, excusez-moi, d'aller retirer tout l'argent que tu vas mettre dans ton immeuble puis à ressortir un 15, 20, 30% de plus? Je pense qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, il y a des façons d'apporter une stratégie puis de travailler. Mais oui, ça se peut, mais c'est vraiment pas là, la généralité, au contraire. Merci à toi, Danny, pour la question. Super pertinent. Claire, à nouveau? OK, après ça. Ben oui, tu peux compléter, Danny. Vas-y, ton micro. Oui, je me disais juste, ah oui, est-ce que, comme tu l'as dit, là, les loyers ont grimpé, là, les revenus, ça c'est correct, là, fait que ton ratio de couverture de dette, il ne causera pas de problème, mais est-ce que ça arrive que la SCHL dit, moi, je coupe dans la valeur, puis dans ton marché, dans ton secteur, ta construction neuve à 225 000 la porte, no way, ou à, tu sais, fait que, est-ce que vous le vivez, ça? Ça peut arriver. Ça fait un moment qu'on l'a pas vécu. La SCHL, on entend beaucoup qu'ils vont couper sur 2 choses. Soit le loyer marchand, soit au pied carré, soit peu importe selon le type d'unité qu'on va avoir, ou le prix par logement, le CPL qu'on appelle. Donc, oui, ça peut arriver.
Cependant, la SCHL est en train de se mettre vraiment à jour avec ça. On en discutait dernièrement, moi et Christian, sont en train de former un département à l'interne parce que justement, le marché bouge extrêmement vite dans le neuf. Mais c'est pas rare même qu'on va voir dans les premières, deuxièmes couronnes des valeurs par logement monter au-dessus de 275, 300 000. Mais si on va dans, par exemple, Rosemont, tout ça, là, on en a là, pas loin de 350 et plus dans des produits un peu plus spécialisés, plus haut de gamme. Mais la SCHL s'est rendu compte que peut-être qu'il ne suivait pas le bal, donc a réajusté le tir. Mais quand c'est bien supporté, quand on est capable de fournir des bons comparables, des justificatifs au pied carré, que les recherches sont bien faites, je dirais dernièrement, c'est plutôt rare, mais je dirais peut-être un an et avant ça, ça arrivait un petit peu plus. Fallait travailler un petit peu plus fort pour ça. Hey, j'ajouterais une dernière chose. Des comparables vendus, tu sais, dans l'usager, c'est correct, c'est facile de trouver des comparables vendus, mais dans le neuf, dans un marché où est-ce qu'il n'y a pas de vente, que tout le monde bâtit pour conserver ses unités, est-ce qu'il y a un moyen de... Tu sais, puis tu sais que ton voisin, il loue à 1400 par mois, puis l'autre est à 1600, puis tout est à 1500, mais y a-tu un... Est-ce que la SCHL est quand même à jour là-dedans? Moi, c'est ça ma petite crainte. Là. Non, la SCHL ne sont pas tout le temps parfaitement à jour, mais je peux te dire de quoi, c'est qu'en ce moment, Patrice a ouvert un paquet de façons maintenant de faire des comparables chez nous. Là. C'est incroyable les données qu'on a maintenant pour aider justement notre clientèle au niveau de la location, au niveau des prêts à la porte. Puis, on est tellement une grosse équipe maintenant, puis on est un gros producteur SCHL qu'on est rendu maintenant qu'on a nos propres comparables. Fait qu'on peut arriver à la SCHL et dire « Hey, ça fait 2 fois là, qu'on fait dans ce secteur-là, fait que toi, tu n'es pas dedans du tout, puis regarde ce que tu nous as approuvé il y a à peu près 4 mois, puis regarde ce que tu nous as approuvé il y a 6 mois ou il y a 2 mois. Puis là, ben, ils vont fouiller dedans, puis ils disent « Ouais, c'est vrai. » Puis, fait que... on a pris beaucoup de force avec ça parce qu'on tient des stats très fortes là-dessus. Puis grâce, entre autres, à Gabriel et son équipe, justement, qui ont travaillé très fort pour ramener tout ça, là, pour qu'on puisse les utiliser et aider notre clientèle. Tu sais. Fait que, je vais aller avec Pierre et Luigi. Fait que Pierre, avec ton micro ouvert. Oui, 2 choses. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais au début là, à propos là, du fait que ça va être un petit peu plus difficile de rentabiliser les immeubles avec les nouveaux prix. Il faut prendre en compte aussi que l'optimisation est plus facile maintenant. Là. Les gens s'enrichissent, les salaires augmentent, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les patrons, ils n'ont plus le choix de payer moi-même les employés. Si je veux les garder, je veux faire de la rétention. Il faut que j'augmente les salaires, je n'ai pas le choix. Puis si je veux garder une belle qualité d'ouvriers, il faut que je les paye bien. Alors, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Donc, ce que ça veut dire, c'est au bout de la ligne, c'est que ces gens-là sont capables de payer des loyers plus élevés. Encore, pendant qu'on se parlait, j'ai des choses à annoncer, puis j'ai de la surenchère au niveau de la location. Je suis en région, là. Je suis en région, je ne suis même pas à Montréal. Et puis, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Là. Le fait que les taux augmentent une petite affaire. Là, moi, ça ne me fait pas paniquer, ça me fait rire un peu. Là. Fait que, il s'agit de bien travailler, quand on achète nos immeubles, bien faire nos calculs, comme on dit, puis pas embarquer dans le trip de surenchère. Là. Je pense qu'il faut être prudent. Faut être prudent. Il y a toujours des petits risques. Là. Je ne pense pas que ça augmente vraiment d'ici quelques années là, énormément. Là. Le risque est vraiment minime. Mais il faut faire attention, puis optimiser au maximum. Moi, au début, même au début de l'année, j'avais des cibles pour mes loyers. Je n'étais même pas dedans. C'était 10 à 15 % de plus que ça valait. C'est ça que je vois, là, c'est la réalité. Je pense que pas mal tout le monde qui en ont, là, ils peuvent le voir sur le terrain, c'est quoi. Puis les gens, ils ne regardent pas combien tu payais avant. Là. Ils veulent, c'est tout. C'est tout. Pierre, je vais t'arrêter parce que, en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit.
de toute façon, parce que c'est juste des paroles d'expérience aussi. Fait que je suis entièrement d'accord. J'aimerais ça entendre Luigi s'il y a une question. Je vois qu'il y a des gros projets en arrière de lui, là, fait que ça doit être une grosse question. M'entends-tu? On entend bien. Super bien. Si vous regardez dans le chat, là, vous allez voir, j'ai partagé un article. Moi, j'aime bien lire Zero Hedge. Il y a un chart là, qui démontre les taux d'intérêt sur les 5000 dernières années. Fait que vraiment, on est dans le plus bas. Là. Fait que, Christian, tu peux mettre ta main dans le feu, c'est sûr que ça va monter, tu vas avoir raison un jour. Là. Mais si on recule 150 ans en arrière, là, 1980, là, on a commencé à implanter l'électricité dans les maisons. Après ça, 5 ans plus tard, les gens ont commencé à vivre avec le téléphone à la maison. En 1876, les gens ont commencé à avoir les moteurs à combustion. Mettez-vous un peu là, dans le temps, là, pensez là, comment c'était révolutionnaire, là, toute cette technologie-là qui arrivait, là, l'industrialisation qui se créait, puis ça roulait. Puis si on regarde, là, les gens étaient autour de 6, 7, 8 dans ce temps-là. Puis l'économie, elle ne plantait pas, là, elle fonçait droit devant. Puis on sait parce qu'on est là, on est vivant aujourd'hui. Fait que moi, je pense qu'on est capable d'en prendre. Les taux d'intérêt vont monter parce qu'on est en train de passer sur un tournant technologique probablement le plus grand de l'histoire. Regardez la crypto-monnaie, là, mais ma fille de 8 ans, ma fille de 10 ans a de la crypto-monnaie. Il y a le Finbank, les banques, le Marcus. Mes filles ont chacun un compte chez Marcus, les comptes en ligne. Après ça, là, il y a Vimo, les transferts d'argent. Tu es en train de parler avec quelqu'un, tu vas te transférer, je ne sais pas, le repas, on va chacun se transférer 12$ parce qu'on a partagé un plat 48$ au restaurant. Tout se transforme. On se trouve à avoir aussi là, l'intelligence artificielle. Peut-être dans 7-8 ans, là, mes placements, je n'aurai même plus de planificateur financier. Ça va être l'intelligence artificielle qui va placer mes placements boursiers. Je pense qu'on est capable d'en prendre. Là. Le marché, là, il va sûrement prendre un tournant avec des gros taux d'intérêt, puis ça fonce. Là. Présentement, là, n'importe qui est en business ici, là, je commence à me dire, je vais avoir un système comme Walmart, mettre tout le monde associé. Là, parce que si on veut les garder, il faut que tout le monde soit récompensé. Fait que je pense même si les taux d'intérêt vont monter, on va avoir des surprises, on va être capable de le prendre. Puis il y a la rareté, tu sais. Le 3/4 du monde, c'est des abrutis. Ils essayent de bâtir des maisons puis des blocs appartements. Là. On fait une rareté au niveau des employés. Dans une autre décennie, ça va être pire. Il n'y aura plus de savoir-faire. Qui sait comment bâtir? Les charpentiers, ça n'existera plus. Je pense, même si les prix montent, le monde va s'y arracher. C'est un excellent point, Luigi, que tu amènes. J'aime bien ça, surtout ta perspective. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais lu un article, c'était juste des scientifiques mathématiques qui avaient, puis j'essaie de le retracer, là, il expliquait que d'une façon macroéconomique mondiale, pour soutenir le système économique à long terme, les taux devraient être à peu près 3 à 4, mettons, % plus élevés que le taux d'inflation. Puis à ce moment-là, c'est le soutien. C'est pour ça que quand on avait de l'inflation de 2-3 % puis que les taux étaient, comme tu viens de mentionner, 6, 6,5, 7 % on est capable de le supporter, puis tout roulait relativement bien. Fait que, à quelque part, c'est ça. Je pense que oui, il y a une capacité d'absorption. Il y en a qui sont probablement étirés là, au niveau de l'élastique trop solide, mais si eux autres pètent aux frettes, il y a quelqu'un d'autre derrière qui va être capable de l'absorber. Fait que dans ce sens-là, je suis à 100% d'accord avec toi, Luigi. Ben, moi, je vis à Brossard. Là. À Brossard, là, je ne suis pas trop inquiète. Là. On est 6 Chinois sur 7 qui payent sa maison cash. Et, ça continue. Le Québec au complet va être payé content, pas d'hypothèque. Le monde, ils n'ont pas trop peur des payer, là, puis ils font de la surenchère. Puis il n'y en a pas à vendre. Et reprendre une bière, parce que je suis à Brossard, moi aussi. Ah oui, c'est vrai. N'importe quand, mon sport. Il aurait profité de la piscine à 92. Good. Michel, on t'écoute. Oui, bonsoir. Au vu de l'évolution des taux d'intérêt que vous mentionnez, Christian Alexandre, est-ce que si on a l'opportunité de refinancer un immeuble maintenant plutôt qu'au terme de l'hypothèque dans 2 ans, est-ce que vous suggéreriez de le faire, malgré qu'on n'ait pas de boule de cristal, mais est-ce que ce serait une idée raisonnable de le faire maintenant plutôt qu'à d'attendre?
Moi, je suggérerais de vérifier l'hypothèse, c'est-à-dire de faire les chiffres, parce que bien sûr que si tu refinances avant terme, tu vas devoir payer une pénalité associée à ça auprès de ton créancier. Donc, c'est de voir est-ce qu'en ce moment, si on refinance maintenant, avec l'équité que tu vas aller tirer, ce que tu vas pouvoir en faire, donc un prochain investissement et l'économie de taux que tu vas créer si tu as une économie, est-ce que toute cette opportunité-là vaut la peine par rapport à la pénalité que tu vas payer? Je pense que ça vaut la peine de faire l'exercice pour voir si c'est intéressant et si c'est intéressant pour toi de le faire. Tout simplement, Alexandre, c'est une question de nombre. Donc, de ne pas attendre. Même, donc, si c'est correct maintenant, de ne pas attendre. Alexandre a répondu mathématiquement. Puis moi, ce que je vais te répondre, en plus de ce qu'Alexandre a dit, c'est ça dépend de ton objectif. Sois clair avec qu'est-ce que tu veux réellement. Là. Puis une fois que tu es clair avec l'objectif, bien là, après ça, on le calcule mathématiquement pour voir est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'il y a une perte, c'est quoi le coût d'opportunité, comme Alex vient de dire. Mon besoin, c'est avoir des fonds dans un an et demi. Mais est-ce que j'attends de refinancer à ce moment-là ou je peux déjà le faire maintenant? Ben, tu dis un an et demi, puis ton hypothèque est due dans 2 ans? Ben, en fin 23, oui. OK. Il faut que envoie tes chiffres à Alexandre, il va te le calculer. OK. Merci. C'est bon? Jean-Michel. Oui, moi, je me demandais avec tous les taux, le TGA quand tu achètes un immeuble qui est rendu bas, que là, la SCHL vont financer même du 4 ou 3,8 que tu dis que tu as vu passer même. Bon, tu l'achètes avec un TGA de ça, puis là, tu fais peut-être un peu d'optimisation, là, tu essaies de les refinancer, mais le refinancement, lui, l'évaluateur, il va sortir un TGA qui va être plus haut. Il ne sortira pas une évaluation qu'un TGA à 4. Lui, il va rester quand même pour la valeur économique avec un 4,6, 4,7 ou même 5,15, comme je l'ai vu me dire. Là, je me demande si les évaluateurs vont finir par ajuster leur TGA pour refléter plus la valeur marchande ou il va toujours avoir un gap impressionnant entre les deux? Ben, moi, je vois plutôt, je vois souvent l'inverse. Je vois que les évaluateurs, il y en a qui sont assez généreux là, au niveau des taux de cap, puis qui utilisent des taux de cap relativement bas. Je pense que c'est important, en tout cas, nous autres, la façon qu'on travaille, premièrement, quand c'est le temps de choisir un évaluateur, on prend un évaluateur qu'on sait qui va être accrédité avec la majorité des banques avec qui on va faire affaire. C'est pour ça que nous autres, on se tient tout le temps au courant de c'est qui a de l'appétit puis quel évaluateur il utilise. Et après ça, on parle à l'évaluateur là, pour savoir ça ressemble à quoi là, ce qu'il va utiliser dans le marché, puis comment est-ce qu'ils voient le dossier. On essaie de leur parler avant et pendant qu'ils font le rapport d'évaluation, justement on a déjà une très, très bonne idée où on s'en va. Mais c'est très rare qu'on ait un rapport d'évaluation puis que la SCHL, eux autres, nous auraient donné vraiment plus. Là. C'est plutôt rare. Là. C'est souvent l'inverse qui va arriver. On peut avoir un rapport d'évaluation à 6 millions, puis la SCHL sont juste prêts à aller à 5,1, admettons, là, avec des taux de cap très bas. Fait que... parce que moi, ça m'est arrivé exactement l'inverse, justement. Ah ouais? Oui. C'est l'évaluateur qui est arrivé avec un prix plus bas que la banque ou la SCHL ou peu importe. Je suis comme fait genre, qu'est-ce que c'est? C'était quoi? C'était-tu un 24 et moins? Oui, c'était un 6. Fait que tu as été obligé de... OK. Bon, là, je veux vous dire de quoi ça achève. Mon Dieu, ça achève. Je vais vous le dire en une phrase et demie. C'est que les 5-6 logements sont pas mal plus touchés que n'importe quoi en ce moment parce que la normalisation a augmenté dernièrement avec la SCHL. Fait que c'est venu faire un impact. Puis il faut penser aussi que quand on vient pour refinancer un 5-6 logements, on passe de 1,1 de RCD à 1,2, en plus du fait que les taux montent. Fait que beaucoup de monde qui sont dans le 5-6 logements aujourd'hui, dans un an ou deux, quand ils vont arriver pour refinancer tout ça, ils peuvent avoir des surprises. Fait qu'il faut penser peut-être un peu plus à long terme. Ça reste encore des bons investissements, mais il reste qu'à cause de tous ces facteurs-là, ça se peut qu'on n'aille pas chercher l'argent qu'on pensait aller chercher. Ils sont un petit peu plus touchés, Jean-Michel, les 5-6 logements. Ouais. OK. Merci.
Gabriel, je pense qu'il faut que tu nous coupes, hein? Oui, absolument. On va closer ça. On va respecter le temps de tout le monde ici, là, 1 heure exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Honnêtement, là, si vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous à notre chaîne, le PML.tv aussi, pour écouter les prochains cafés PMML ou sinon ceux qui ont été tournés au cours des dernières semaines. Puis, je vous invite fortement aussi, si vous avez des projets ou si vous êtes en mode acquisition, en mode refinancement pour des prochains achats, communiquez avec Alex Boisvert, communiquez avec Christian Pomerleau aussi. Ils vont regarder vos chiffres, ils vont regarder si ça fait du sens aussi. Ils vont peut-être mettre de l'ordre aussi dans votre stratégie d'investissement. Ils sont là pour ça, ils attendent votre appel. Sinon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Puis la semaine prochaine, mardi 19h, on va avoir la chance de parler de redéveloppement de terrain avec Thierry Samlal et un invité spécial qui va être annoncé d'ici la fin de la semaine. Fait que, sur ça, merci d'avoir été présent puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup à tous, super apprécié. Salut, gang.